Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Et comme tous les jeudis, c'est un plaisir de vous retrouver pour les vraies voix qui font rouler la France. Et la DS fête ses 70 ans, symbole d'audace et de génie français. Elle continue donc d'inspirer l'automobile d'aujourd'hui. Entre héritage et modernité, on va en parler avec Henri-Jacques Citroën, petit-fils d'André Citroën. Et on vous souhaite la bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. La voiture de demain sera électrique, connectée, volante, autonome ou dirigée par la voix. En tout cas, elle va redessiner nos routes et nos modes de vie. Une révolution est déjà en marche. Nous aurons avec nous Pierre-Olivier Marie, rédacteur en chef adjoint de Caradisiac. Et tout de suite, François-Louis Borneau. Bonsoir. Bonsoir. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Et les équipements hivernaux sont de nouveau obligatoires sur les routes de montagne. L'hiver arrive, les températures chutent et les pneus d'été vont bientôt devoir hiberner. À partir du 1er novembre et jusqu'au 31 mars, la loi montagne reprend du service dans 48 départements. Les Alpes, les Pyrénées, le Jura, les Vosges, le Massif central et même la Corse. Alors si vous circulez dans ces zones, votre voiture doit être équipée de pneus hiver ou de dispositifs antidérapants, type chaîne ou chaussettes comme on les connaît. Et attention, la règle a changé. Les pneus marqués M+S, c'est terminé. Pour être dans les clous, sans mauvais jeu de mots, il faut maintenant le symbole 3PMSF, la fameuse montagne à 3 pics avec le flocon de neige qu'on voit sur nos pneus. Et les pneus 4 saisons sont bien sûr acceptés, mais uniquement s'ils portent aussi ce petit marquage. Et puis chez Stellantis, ça grimpe pour les ventes, mais ça dérape sévère en bourse. Bonne ou mauvaise nouvelle pour Stellantis ? C'est un peu les deux. Le groupe aux 14 marques a sorti de très jolis chiffres. Plus 13% de chiffre d'affaires au 3e trimestre, 37 milliards d'euros au compteur, tirés surtout par les ventes en Amérique du Nord. Et les livraisons aussi grimpent de 13%, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Voilà, mais la bourse, elle, n'applaudit pas. L'action a plongé de plus de 5% à Paris. Pourquoi, me direz-vous ? Parce que les investisseurs, eux, voient surtout les charges et les gros investissements à venir. On parle de 13 milliards de dollars pour relancer la production aux États-Unis. Rien que ça. Alors côté produit, Stellantis sort enfin de sa torpeur. 6 nouveaux modèles sont déjà lancés. D'autres vont arriver d'ici la fin de l'année. Bref, Stellantis va mieux, mais la bourse, elle, fait un peu la moue. Comme quoi, même avec 37 milliards au compteur, tout le monde n'a pas le sourire au volant. Et alors que ça roule pas si mal pour Stellantis, Porsche doit affronter des virages un peu plus serrés cette année. Alors Porsche, ça pique un peu beaucoup cette année, Philippe. Après un 2023 qui était historique avec plus de 320 000 Porsche vendus et des bénéfices qui faisaient rêver en 2025, c'est plus la douche froide. Chiffre d'affaires en baisse de 6%. Bénéfice passé de 4 milliards à 40 millions d'euros. Oui, 40 millions d'euros. Vous avez bien entendu. Alors pourquoi ce plongeon ? D'abord les taxes américaines qui coûtent 700 millions d'euros, rien que ça. Ensuite le marché chinois qui est en chute libre. Et enfin les énormes investissements de la marque pour accélérer sa stratégie électrique et ses SUV à venir. Bref, la note est salée et le plan de relance des produits Porsche reste très ambitieux. L'auto, monsieur Fernand. L'auto. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Et nous sommes avec notre invité. On est très heureux de la voir puisqu'on va parler de la DS qui fête ses 70 ans, ce symbole d'audace et de génie français. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Henri-Jacques Citroën, petit-fils d'André Citroën. Et on est très heureux de vous avoir puisque c'est pour vous, j'imagine, petit-fils de descendant de cet inventeur, de ce génie français. Aujourd'hui, 70 ans et pourtant, elle est encore ancrée dans l'imaginaire des Français. Absolument, merci de m'avoir invité pour parler de cette DS mythique. Effectivement, dans cette année, on a célébré et on célèbre les 70 ans de ce modèle mythique. Je demande toujours quelle est la marque qui célèbre l'anniversaire d'un de ces modèles pendant toute une année. Ça n'existe pas, c'est chez Citroën. Ouais. Parce que depuis le début de l'année, tous les salons qui sont dédiés aux voitures anciennes, comme par exemple Rétromobile ou autres, bientôt Équipe Auto, ou Époque Auto, toutes célèbrent les 70 ans. Et il y a quelques jours, on a célébré cela en grand pendant 2 jours à Paris, 2 jours complets, où 240 voitures. On a vu circuler. On a vu un petit peu dans Paris. C'était impressionnant d'avoir les 240 DS, pas plus, parce qu'il n'y avait pas assez de place au parc André Citroën pour les stationner, parce que sinon, on aurait été, comme il y a 10 ans, on aurait été 1600. Mais 240 DS mises bout à bout, ça fait un cortège de 2 km.
Alors, Henri-Jacques Citroën, c'est incroyable. Le projet DS, il datait de 1938, puisqu'André Lefebvre, l'ingénieur, et Flaminio Bertoni, le styliste de génie d'ailleurs, qui avait conçu la traction avant, avait pour mission de faire une voiture plus rapide, plus confortable et plus légère que la traction avant, mais avec une consigne fabuleuse, étudier tout, même si cela semble déraisonnable. Est-ce que le résultat final a été si déraisonnable que ça? Open bar. Oui, mais c'était prodigieux. Le résultat, c'est la mère de toutes les voitures, la DS. Et c'est, comme le disait un de mes abonnés sur LinkedIn, la DS, la divine DS, surgit de la rencontre entre des créateurs inspirés et l'âme d'une nation. C'est beau. Je trouvais ça bien. Ah, c'est beau, c'est ça. Mais déjà en 55, quand elle a été présentée au Grand Palais, elle était avant-gardiste. On sentait qu'il y avait un effet waouh sur cette voiture. Mais tout était nouveau. Mais tout, l'aspect, la forme esthétique, tout le design, le confort, la fameuse suspension hydraulique ou hydropneumatique, si on peut utiliser les deux adjectifs. On mettait d'ailleurs du LHM, du liquide hydraulique minéral. Mais oui, ça c'est quelque chose qui a rendu Citroën célèbre, parce que j'ai pu mesurer la renommée de Citroën grâce à ça. Je suis allé dans des pays où aucune Citroën ne circulait, et quand je donnais mon nom, on me disait comme la voiture qui monte et qui descend. Ouais, c'est ça. Donc ça a vraiment marqué les esprits. Ouais. Et donc c'était la voiture où tout était nouveau. Regardez même les clignotants. Vous avez vu comme ils sont placés en haut à l'arrière, avec du chrome qui entoure la lumière elle-même. C'était incroyable. Il regardait ces ingénieurs, il travaillait avec eux. Comment ça se passait sur cette voiture? Mais c'était toute une équipe, et puis avec liberté. Mais est-ce que lui donnait sa patte? Là, vous parlez de mon grand-père? Oui, bien sûr. Non, parce que la DS, c'est pas lui qui l'a. Ah bah oui, c'est pas lui, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Il meurt en 1935, mais il a quand même donné l'impulsion, puisque, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, ce sont les mêmes ingénieurs que mon grand-père avait embauchés, qui ont fait la traction avant, qui ont ensuite fait la DS. Donc il y a eu un état d'esprit qui a été créé chez Citroën. Et tout le monde sait que à ce moment-là, les créateurs de voitures, donc tous ces ingénieurs, toutes ces équipes, avaient une grande liberté, parce que ce qu'il faut éviter quand on est dans la création, quelle qu'elle soit, que ce soit les voitures, mais aussi dans la peinture, la musique et autres, on peut pas donner un cahier des charges aux créateurs. Il crée ou il crée pas. Alors, la DS s'est vendue, ça a été un succès mondial, elle s'est vendue sur les 5 continents. On va vous faire écouter une petite pub en VO. Vous allez deviner le pays, ou essayer de deviner le pays. Ah bon, le son n'est pas arrivé. C'est pas grave. Décidément, on n'a pas de chance. Quel est encore droit dans des contrées lointaines? Est-ce que il y a encore, quelle image donne à la DS encore? Dans les comme les États-Unis ou le Japon. Je répondrai en disant que dans la plupart des pays du monde, il y a des clubs de passionnés et de collectionneurs Citroën. Oui. Et en particulier des clubs de DS, mais aussi SM et autres. Oui. Donc, ils entretiennent la flamme. Mais combien il nous reste aujourd'hui des DS? Est-ce qu'on a pu les compter? Oui. La valeur d'une DS aujourd'hui, c'est quoi? Parce qu'il y a des voitures très anciennes qui n'ont pas forcément de valeur. J'imagine que celle-ci, elle est quand même très recherchée. Alors, première question, il y a eu 1 400 000 voitures DS produites, et on estime qu'actuellement, il y en a encore 100 000 qui sont en état de circuler. Elles sont peut-être certaines dans des granges, mais il y en a quand même beaucoup qui circulent. Donc, il y en a à peu près 100 000. La valeur ne cesse d'augmenter. Oui. Parce que quand on la voit... Quand on dit la valeur, c'est quoi? C'est qu'on sache à peu près. Ça peut être, suivant le modèle, la rareté du modèle et son état, entre 50 000 et 200 000 euros. 200 000 Ah oui, quand même. Ah oui. 200 000, c'est quoi? C'est une DS cabriolet américaine? Voilà, c'est les coupés et autres. Alors quand c'est le carrossier chaperon qui est
qui a modifié la voiture. C'est des voitures qui sont plus uniques. Et donc là, ça peut monter bien au-delà. Par exemple, la voiture du général de Gaulle. Je vous ai envoyé la photo tout à l'heure, là, celle qui a été agrandie, par Chaperon. J'ai eu l'occasion de m'asseoir plusieurs fois dedans. On peut allonger les jambes, on touche pas le siège qui sont à l'avant. Tellement il y a de place. Elle est incroyable. Bon, ça, c'est des voitures qui sont faites à la mesure, donc à l'unité. Donc ça c'est une autre balance. Ça n'a pas de prix. Oui. Pardon. D'ailleurs, on va vous faire écouter quelque chose. Une pub incroyable. Écoutez. Malgré 2 pneus crevés, la voiture poursuit sa route, sauvant ainsi la vie du chauffeur et de son passager, le général de Gaulle. Ce que cette marque a pu faire pour un général, aujourd'hui elle le fait pour tout le monde, en général. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Une pub qui reprend l'attentat du Petit Clamart. On disait que c'était étudier tout, même si cela semble déraisonnable. C'est fou de réutiliser comme ça un événement dramatique, historique d'ailleurs, pour faire une pub, non? Qui a fait cette pub? Citroën. Citroën. Ah, vous la connaissiez pas peut-être? Je la connaissais pas. Non. Mais non, mais c'est énorme. Merci. Écoutez ça, je la découvre. Je ne ferai pas de commentaires. Non, mais c'est incroyable de surfer sur ça. Oui, tout à fait, oui. Bon, il faut dire que la voiture a sauvé le général de Gaulle. Ah oui, c'est ça, mais elle l'a sauvé. Et sa femme. Oui, et sa femme aussi, c'est important ça. Oui. Et alors, mais grâce à la suspension. Parce que la suspension, les gens ne le savent pas, elle permet de rouler même si un des pneus est crevé. Puisqu'il y a quelque chose qui, en plus, ça facilite la conduite dans ces situations dramatiques, c'est que les roues avant ont un espacement qui est plus grand de 20-25 cm par rapport aux roues arrière. Et donc, ça donne un autre équilibre. Mais c'est surtout la suspension hydraulique qui fait que la voiture, un pneu crève, mais elle se maintient à la même hauteur. Donc, elle peut continuer à rouler. Et c'est ce qui a sauvé le général de Gaulle. Alors, il y a eu de nombreuses versions de DS. Il y a eu berline, break, cabriolet. Quelle est celle dont la cote est la plus élevée? Parce que la berline, c'est la plus courante, mais le break ou le cabriolet, c'est quand même pas mal non plus. Oui, non, mais c'est difficile à dire parce que tout va dépendre un peu de l'État. Évidemment, de l'État, etc. Oui. Mais vous en avez une que vous aimez particulièrement? Moi, j'aime la voiture présidentielle du général de Gaulle. La 1 PR 75, c'est ça? C'est ça. Voilà, je me sentais bien dans cette voiture. La version qui a le plus fonctionné, c'était quoi? Laquelle version est la plus vendue aujourd'hui? Mais à l'époque? Oui, à l'époque, bien sûr. Mais il y a eu des modèles successifs. Oui, ça a commencé à la DS19, la 21, la 23. Mais après, il y a eu l'idée, mais elle se vendait. Est-ce que cabriolet se vendait un peu plus que... Mais ce qui se vendait, c'était par exemple les dirigeants d'entreprise, les ministres et autres. Ils avaient la DS21, la DS23 injection électronique. Oui. C'était celle qui était utilisée de manière officielle. C'était la voiture de la République pendant des années. Et avant, parce qu'il nous reste 2 minutes, un petit mot sur votre grand-père, sur le génie de cette personnalité qui a finalement donné du travail aux femmes, qui a été avant-gardiste sur tellement de sujets. Il a donné du travail aux femmes, mais surtout, il les a particulièrement bien traitées. C'est vrai. C'est ça qu'il faut souligner, parce que déjà, avant la production des automobiles, pendant la Première Guerre mondiale, quand ils produisaient les obus et que les 3/4 du personnel des femmes, puisque les hommes étaient au front, les femmes, nurserie, garderie, infirmerie, vestiaire avec douche, prime d'accouchement, prime d'allaitement. On est en 1915, donc vous voyez, il est en avance sur son temps dans ce domaine. Et puis pendant les années 30, il avait lancé une grande campagne de publicité dont le slogan était « La femme moderne ne roule qu'en Citroën ». Ce qui était un sacré pari sur l'avenir, parce qu'à l'époque, rares étaient les femmes qui avaient leur permis de conduire. Donc il avait parié sur justement ce rôle de la femme qui allait s'accroître. Henri-Jacques Citroën, la DS, c'est un mythe. On va vous faire écouter 2 mythes du cinéma. Je t'aurai, cette DS qui décolle. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Vous le savez? La DS qui décolle avec Jean Marais, alias Fantomas, dedans. Oui. Non, je sais pas, mais dans le rassemblement l'autre jour, il y avait quelqu'un qui avait fait les ailes qui accrochaient à sa voiture, et puis il y avait quelqu'un qui était déguisé en Fantomas. Il y a une photo qui a été prise de nous deux, c'était assez drôle. Mais je voulais juste vous dire une chose avant de terminer, parce que je crois que le temps est compté. C'était le titre du Figaro
au moment de Rétromobile cette année, donc où on commençait à fêter les 70 ans de la DS. Le titre du journal disait « Du salon de 1955, du salon de l'auto de 1955, à Fantomas, en passant par De Gaulle, la Citroën DS, symbole d'une France qui ose. » C'est ça. Vrai. C'est ça. Je trouve que c'est bien dit. C'est bien dit. Voilà. Et moi, je me rappelle d'une autre aussi, vous savez, celle dont le chauffeur s'appelait Salomon. Dans Rabbi Jacob. Oui. Il y avait une DS également, vous savez, Victor Pivert, industriel à Paris. Absolument. Oui. Pivert, comme ça, Pivert, docteur Pivert, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité et de me permettre de témoigner et de raconter cette belle histoire. Merci Magnifique. beaucoup, Henri-Jacques Citroën, petit-fils d'André Citroën. Et puis, la voiture de demain sera peut-être électrique, connectée, volante, autonome, dirigée par la voix. Eh ben, on a plein de choses à vous raconter sur l'avenir de l'automobile. On en parle dans un instant. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci pour vos émissions et continuez comme ça parce que vous êtes formidables, tous. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Et la voiture de demain sera-t-elle finalement qu'électrique ou connectée ou volante ou autonome ou dirigée par la voix ou un petit peu tout ça? En tout cas, elle va redessiner nos routes et nos modes de vie, une révolution déjà en marche, et on va en parler avec Pierre-Olivier Marie qui est avec nous, rédacteur en chef adjoint de Caradisiac. Et merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors, quand Philippe David vous a eu au téléphone, il est sorti de cette interview, pré-interview, en disant mais c'est génial, j'adore, c'est formidable. Ah bon, d'accord, ok. Ça, c'est une vanne que j'aurais pu faire, c'est bien. Alors, les principales caractéristiques de la voiture de demain, si on devait tracer une route et avec des effets un peu forts pour l'avenir, ce serait quoi ? La voiture de demain, elle sera ultra connectée, elle sera extrêmement autonome et elle sera, désolé pour les amoureux du thermique, mais elle sera aussi de plus en plus électrique. Voilà les grandes tendances sur lesquelles travaillent aujourd'hui les ingénieurs. Peut-être que l'avenir me fera mentir, mais en tout cas aujourd'hui, ce qu'on peut en apercevoir, ce qu'on peut en imaginer dans les 25-30 ans à venir, ce sera vraiment dans ces directions-là. Donc ça veut dire pas d'hydrogène, pas tout ça, plutôt électrique selon vous ? L'hydrogène, c'est de l'électrique aussi, mais l'hydrogène aujourd'hui pour l'automobile, on en parle, c'est un serpent de mer l'hydrogène, mais bon aujourd'hui c'est pas encore vraiment dans les priorités. Mais les constructeurs, qu'ils soient allemands ou japonais, ils travaillent aussi, ça revient régulièrement. Mais aujourd'hui, on est plus sur l'électrique simple, l'électrique tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui devrait se développer avec notamment des batteries dotées d'un rendement énergétique bien meilleur qu'aujourd'hui, et à la fois moins encombrantes, et qui permettront une autonomie bien supérieure à ce qu'on a aujourd'hui. Mais que devient le conducteur dans tout ça? Parce que vous me disiez, quand on s'est parlé, vous pouvez monter dans votre voiture, vous avez un camping-car, vous pourrez programmer votre destination, vous allez dormir, et elle va faire le plein par des nouvelles méthodes pendant que vous dormez. C'est extraordinaire. Oui, Philippe, c'est clairement une des voies auxquelles on assiste. En fait, on pourrait imaginer le soir, le vendredi soir, vous voudrez partir en week-end, vous direz bah tiens, je suis à Paris, je pars à Biarritz, vous rentrez la destination dans le GPS et on pourrait imaginer que la voiture fasse toute la route toute seule, qu'elle se recharge non pas à des bornes avec un câble qu'il faudrait tirer, mais qu'elle se recharge par induction, donc sans qu'il soit besoin de se brancher, et la voiture donc ferait son chemin toute seule après que vous lui ayez indiqué, que vous ayez indiqué à l'intelligence artificielle embarquée votre destination, et la voiture gérera tout le trajet toute seule. Ça, c'est vraiment une des voies sur lesquelles travaillent aujourd'hui les ingénieurs, clairement. Alors Pierre-Olivier Marie, il y a un sujet dont on parle assez peu sur ça, c'est que ça veut dire qu'en matière de sécurité routière, l'erreur humaine ferait que le taux d'accidentologie, si je puis dire, soit très bas, soit même rendu à zéro. Hélas, oui, c'est un peu énervant, mais l'ordinateur est bien plus fiable que l'être humain. Alors évidemment, vous pourrez m'objecter tous les cas aujourd'hui de prototypes de voitures autonomes aux États-Unis notamment, parce qu'il y a pas mal d'expérimentations de voitures autonomes qui font un peu n'importe quoi, clairement. Mais aujourd'hui, et demain encore mieux, eh bien l'ordinateur, la machine, hélas, prendra le relais dans beaucoup de situations de conduite, et on peut imaginer que ce sera clairement au bénéfice de la sécurité routière. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous savez, il y a déjà pas mal de tests
tests de taxis autonomes, notamment en Californie, et ça fonctionne plutôt bien. Mais quelque chose pour la sécurité, on en parlait en préparant l'interview. Vous voulez conduire, vous voulez pas, vous montez dans la voiture, vous avez vu un verre de trop au restaurant, là la voiture vous dit tu conduis pas et c'est elle qui vous ramène toute seule chez vous. C'est extraordinaire ça. Oui, c'est cela. En fait, BMW notamment avait présenté un prototype de valet automatisé. Enfin, c'est une voiture donc qui vous laisse, par exemple, devant le restaurant, vous voulez aller dîner. La voiture va aller chercher une place toute seule et elle viendra vous chercher à la fin du repas. Et si vous avez bu peut-être un verre de trop, et ben c'est la machine qui prendra le relais. Ça, c'est tout à fait envisageable. Et aujourd'hui, vous savez, même pour le stationnement chez Tesla, ça existe, mais chez d'autres aussi, avec une voiture que vous pouvez commander avec votre smartphone quand elle est garée à l'autre bout du parking. Elle fera une cinquantaine de mètres, une centaine de mètres pour venir jusqu'à vous de façon autonome. Ça existe déjà, simplement ça va se développer, se perfectionner et se répandre chez de nombreuses marques, évidemment. Est-ce qu'il y a quand même une manière de se dire que ça restera un plaisir? Parce que là on monte dans un bus en fait. Est-ce que le plaisir quand même de conduire peut rester d'une manière ou d'une autre? On l'appellera d'ailleurs le minibus. Voilà, c'est ça. J'en peux plus. Je vous l'envoie. Je le mets dans un colis comme ça et je vous l'envoie tout de suite. Non, le plaisir de conduite, il sera différent. Il sera déjà, je pense, avec des voitures d'aujourd'hui ou des voitures récentes qu'on appellera donc des voitures des Youngtimers, on va dire. En tout cas, des voitures telles qu'on les connaît aujourd'hui et qui pourront continuer à circuler, notamment peut-être grâce à des carburants de synthèse. Ça fait partie. Les pétroliers notamment travaillent beaucoup là-dessus aujourd'hui. Donc des carburants qui ne sont pas à base de pétrole, mais qui permettent de faire fonctionner n'importe quel moteur. On peut même faire fonctionner des voitures très anciennes. J'ai conduit récemment, je suis monté à bord, d'une Bugatti Royale, celle qui au musée Schlumpf et qui circulait au carburant de synthèse. Donc ça existe aujourd'hui et c'est peut-être ça une des technologies qui permettra de faire rouler encore des voitures thermiques dans les décennies à venir. Alors vous avez parlé des routes où on rechargerait en roulant par induction. Il y a même un test, mais 4 millions d'euros le kilomètre. Ça fait quand même un peu cher. C'est ça, et ça c'est... Vous avez raison Philippe, mais ça on c'est fait une 1 kilomètre tous les 10 ans. Et en plus avec les finances publiques telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est pas pour demain. Mais en tout cas, il y a des milliers d'automobilistes qui aujourd'hui empruntent cette route sans le savoir. C'est un tronçon de l'A10 peu avant le péage de Saint-Arnoux en Essonne. Et en fait, c'est une route magnétique et sur laquelle donc une expérimentation est menée depuis quelques mois. C'est une route qui recharge des batteries électriques. Alors il y a 3 protos qui passent dessus, un camion, un utilitaire et une voiture. Je suis monté à bord de la voiture pas plus tard que la semaine dernière et donc c'est une route qui recharge. Et donc ce sont des boucles magnétiques qui sont intégrées à la chaussée. Et il y a un champ électromagnétique entre ces boucles et la batterie. Et à mesure que l'on roule, on recharge sa batterie. Ça fonctionne aujourd'hui, mais effectivement, donc techniquement ça marche, mais après c'est une histoire d'argent. Henri-Jacques Citroën est resté avec nous. On a parlé de la DS de Fantomas qui volait. Est-ce que la voiture volante c'est pour bientôt? La voiture volante, on en voit depuis les années 30, 40, 50. Ça fait des décennies que ça existe. Et uniquement ça le samedi soir après une soirée arrosée. À peu près. Non, par contre, on se souvient, au moment des JO, il devait y avoir une expérimentation, vous savez, de volocoptères, là, des drones en fait volants, donc des petits drones individuels. Donc ça fonctionne. Après, c'est toujours une question de réglementation de toute façon. Mais donc on peut imaginer que ça existe dans quelques années. Après, tout dépendra de la réglementation, on l'a dit, et aussi de votre appétence au risque, parce que il faut quand même avoir un peu de courage pour monter à bord d'un engin pareil. Donc ça pourrait être ça qui pourrait devenir la voiture volante de demain. Eh bien, merci beaucoup Pierre-Olivier Marie. Merci, c'était passionnant. Rédacteur en chef adjoint de Caradisiac. On était très content de vous avoir et merci beaucoup Henri-Jacques Citroën, petit-fils d'André Citroën. Passionnant aussi et dans un instant, elle sera passionnante, je vous l'assure, puisque c'est le cas tous les soirs. On vit pas dans la même France. Magali Berda est avec nous. Bonsoir Magali. Bonsoir, ça va? Magali, les jours se répètent et ça frite un peu quand même. Tous les soirs c'est différent. On adore cette émission. C'est règlement de compte à Hockey Sud Radio. On adore. C'est deux mondes qui s'opposent, deux mondes qui ne se rencontrent jamais, ça qui se rencontrent. Voilà, donc ça frotte. Voilà, c'est exactement. Ça. Mais c'est super cool. Je reçois des sénateurs, je reçois des députés, des ministres et tout. C'est la classe. Ouais, c'est bien. J'adore. Et ce soir? Et alors ce soir, on reçoit un député PS de l'Ardèche qui s'appelle Hervé Solignac, qui va débattre avec Julie
Julia Paredes, qui est une influenceuse. Ah oui. Et le thème, c'est « Faut-il arrêter d'aider ceux qui ne veulent pas travailler ?» Alors, on l'a posté sur les réseaux, ça fait un grand débat déjà. Ah bon? Ouais, Ah oui. ouais, Ça une tonne de cartonne. débat là. En tout cas, sur les réseaux, ça cartonne. Au 0826 300 300 aussi. On vous souhaite une très belle soirée. Merci Aude, merci Justine, merci Maxime, merci beaucoup François-Louis et Antoine. Merci Philippe David. Merci Cécile de Bénibus. Vous êtes les bienvenus. Allez, passez une très belle soirée. On vous laisse avec Magali Berda et son équipe. Très bonne soirée à vous et on se retrouve demain à partir de 18h. Salut. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.